et bienvenue dans Amis, le podcast où on teste nos limites cardiaques toutes les semaines. Salut, moi c'est Anaïs et je pense que ce podcast ne va pas être express du tout. Et moi c'est Marie et je suis bien d'accord avec Anaïs. Aujourd'hui, on parle d'un film de 1994 réalisé par Wong Kar-wai qui a réalisé mon film romantique préféré de tous les temps, In the Mood for Love. Ça n'est pas de ce film dont on parle parce que Anaïs l'a déjà vu, mais on va parler de Chungking Express qui est arrivé 6 ans avant In the Mood for Love. Qu'est-ce que tu sais de Chungking Express ? Je sais que j'aurais dû le voir il y a longtemps puisque les vrais cinéphiles ont vu tous les films de Wong Kar-wai. Je sais que c'est une histoire entre une femme et un policier. J'avoue que j'en sais pas plus que ça. J'ai vu quelques images, mais c'est tout ce que je sais. Tu sais qui est au casting ? Il y a Tony Leung. Je sais pas si je dois dire oui ou pas. Oui, il y a Tony Leung. Et qui était aussi dans In the Mood for Love, ouais. dans 2046. Oui, dans Lost Caution. Nos années sauvages. Ouais. Il était aussi dans Happy Together de Wong Kar-wai, que j'adore. Et par contre, l'actrice n'est pas la même que dans In the Mood for Love. C'est pas Maggie Cheung. C'est tout. Il y a peut-être une histoire de train, vu qu'il y a Express dans le titre. Pourquoi pas. Tu sais où ça se situe ? Hong Kong ? Ouais. Parce que je connais quand même un petit peu la filmographie de Wong Kar-wai et ce que j'aime bien aussi, c'est que ces films sont express, pour le coup. Oui, c'est vrai que c'est pas très long. Il fait des films qui font généralement 1h30, 1h40, donc ça, c'est top. Ouais. C'est quoi ton rapport avec le film Chungking Express ? Alors, moi, je le sais un petit peu, mais... Tu sais quoi ? Je sais que tu étais très déçue qu'on ne puisse pas faire In the Mood for Love pour le podcast. Et on était un peu en train de chercher quels autres films on pourrait faire. Et je t'ai écrit pour te dire « Ah, mais je viens d'y penser, j'ai pas vu Chungking Express, ce serait peut-être l'occasion de le faire. » Et moi, l'histoire avec Chungking Express, c'est qu'en fait, j'avais commencé à le voir plusieurs fois et que j'avais abandonné plusieurs fois. Ouais. Bouh Ouais. Et tu verras pourquoi, parce qu'il est bâti d'une façon assez particulière. Et en fait, quand tu m'as dit que tu l'avais pas vu, je me suis dit, bon, il faut que je le voie pour voir si ça vaut le coup de le mettre sur la liste. Et en plus, j'adore Wong Kar-wai. Et j'ai persévéré après l'étape que j'avais jamais franchie jusqu'à maintenant. Et j'ai adoré. J'ai regretté de ne pas l'avoir vu plus tôt. Tony Leung est un de mes acteurs préférés et un de mes leads romantiques préférés. Je le trouve absolument magnifique et ultra charismatique. Et il l'est dans ce film aussi. Et j'ai trouvé que l'histoire d'amour était... J'avais pas vu ça avant, en fait, dans un film. Elle était originale et intelligente et hyper romantique. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir découvert ce film en entier, enfin, et de te le faire découvrir. Trop bien. Tu penses que tu vas aimer ? Je pense, oui. J'ai jamais vu quelque chose de Wong Kar-wai que j'aimais pas. Je sais que, a priori, ça va être sublime visuellement et sans doute très poétique, comme la plupart de ses films. Je les aime tous beaucoup, donc franchement, je serais très surprise de pas aimer, surtout si toi, en plus, t'as aimé. Je te fais confiance aussi, quoi. Comme à chaque épisode, tu vas découvrir l'affiche du film et tu vas essayer de deviner de quoi il s'agit. Ah oui, bon, je la connais, l'affiche. Je la connais très bien. On dirait une affiche de Almodovar. Il y a trop de trucs. Il y a le titre, il y a des clés. Quentin Tarantino présente. Intéressant. Ah oui, mais ça, je pense que c'était une sélection, un truc comme ça. Enfin, ouais. C'est pour le DVD, quoi. Ouais. Bah alors, disons que déjà, en termes de costumes et de code visuel sur l'affiche, ça a l'air de s'éloigner de certains films de Wong Kar-wai qui sont plutôt situés dans les années 60. Là, ça a l'air d'être à une période un peu plus moderne. Il y a un Polaroid, il y a des photos déchirées, on dirait des pages de magazine un petit peu. Il y a une femme qui a l'air un petit peu butch, avec des cheveux courts, un petit Marcel. Et il y a aussi une femme avec, je pense, une perruque, pour le coup, très féminine, un côté un peu personnage de film noir, avec un rouge à lèvres, un porte-cigarette à la main, un trench. Donc peut-être que c'est la même personne, peut-être pas, qui a une sorte de jeu de rôle dans le film. Puisqu'il y a aussi les lunettes et la perruque qui sont posées à un autre endroit de l'affiche. Donc il y a une histoire de déguisement. Il y a une histoire, je pense quand même, de voyage, parce qu'on dirait qu'il y a des papiers officiels. Donc peut-être une histoire quand même de frontières, ce qui serait pas non plus surprenant pour Wong Kar-wai. Il y a un autre personnage, un personnage masculin en Marcel qui est allongé. Il y a vraiment beaucoup de choses, je suis désolée, mais c'est vraiment une affiche intense. Tu vois ça, tu te dis, c'est pas In the Mood for Love, quoi. Bah non, clairement, il y a un truc tout de suite qui paraît un petit peu plus punk et révérencieux. Il y a des photos déchirées, etc. La manière dont le poster est construit et le fait qu'il y ait écrit
Quentin Tarantino présente m'évoque forcément Pulp Fiction. Et avec ce que tu m'as dit auparavant, je pense que la structure va pas être linéaire. Ou en tout cas, c'est ce à quoi je m'attendrais en Après, voyant... t'attaches pas au Quentin Tarantino. Enfin bon... Oui, mais enfin, je me dis que ça fait film indépendant, un peu postmoderne, où il va y avoir un truc sur la structure. Après, c'est aussi parce que tu m'as dit ça tout à l'heure, mais je pense qu'il va y avoir un truc de structure non linéaire ou un jeu sur des personnages qui se déguisent et où donc il y a peut-être un faux semblant quelque part dans le film. Ça Voilà. donne envie de voir le film, l'affiche? Ouais, j'avoue que ça fait moins envie que d'autres films de Wong Kar-wai où tout de suite il y a une espèce de beauté visuelle évidente où tu te dis justement il y a le côté très papier glacé, le Hong Kong des années 60 avec les beaux costumes vintage. Là, c'est pas ça que ça m'évoque. Mais en même temps, Happy Together, par exemple, c'est une histoire d'amour assez brutale et originale aussi. Donc, je suis très partante. Eh ben, allons-y. All the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. California dreaming of such a winter's day. Anaïs, tu as enfin vu Chungking Express et je crois que tu as plutôt aimé. Oui, très surprenant. J'ai découvert un film de Wong Kar-wai et j'ai trouvé que c'était bien. Voilà. Tout le monde est très surpris. Et ce, dès les 3 premières secondes, on va l'entendre. Déjà, c'est bien. Déjà, c'est bien. C'est vraiment le premier plan, en fait. Mais j'adore ce sentiment quand tu découvres un film et vraiment c'était, exemple, je sais pas si c'est très pertinent, mais La La Land c'était pareil. Enfin, il y a des films comme ça où dès le premier plan, je me dis ok, déjà c'est bon, je sais. Et là, la musique et le style de la scène d'ouverture, c'était évident dès le départ que ça allait me plaire, quoi. Bah, perso, moi, ça fait 3 fois que j'ai vu ce film en 2 semaines et je suis complètement amoureuse et obsédée par ce film. Donc, sans blague. Ouais. J'écoute la musique en boucle. Vraiment, mais je suis red dingue de ce film, en fait. C'est trop bien. Elle est en train d'en parler avec des étoiles dans les yeux, on dirait que tu viens de tomber amoureuse, quoi. Bah, c'est un peu ça. Et ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça avec un film. Donc, je suis très, très heureuse de l'avoir découvert en entier. Tu penses que ça va s'inscrire à ton panthéon de tes films préférés? Ouais, très clairement. Mais c'est marrant que tu aies parlé de La La Land parce que c'est le même sentiment après La La Land où j'étais là, waouh. Et là, vraiment... Oui, t'as trouvé un truc qui correspond vraiment à toutes tes cases. Oui, en fait, qui me fait ressentir ce que je disais au tout début de ce podcast quand on parlait des films romantiques, cette espèce de sentiment de non seulement tu vois quelque chose de romantique, mais tu tombes amoureuse toi-même et t'as le sentiment avec le cœur qui se serre et les espèces d'étoiles dans les yeux et le sourire béat. Il y a peu de films qui me font ça, mais quand ils me le font, ça me marque vraiment. Et là, ça a été le cas, quoi. Est-ce que tu peux résumer cette merveille en 30 secondes ? C'est un film centré sur 2 histoires d'amour en parallèle. Chaque histoire d'amour tourne autour d'un personnage de policier. Il y en a un qui adore les ananas en boîte et il y en a un qui adore un plat très mystérieux qui s'appelle Chef Salade. La première partie reprend beaucoup plus les codes du film noir et la deuxième fait beaucoup plus comédie romantique dans le genre. Et voilà, c'est très sympa. 3 mots pour décrire le film. Je te pique un peu ton idée. Mais... non, mais c'est bien, je dirais loufoque, mignon et poétique. Bravo. Donc, t'aurais employé les mêmes? Ouais, peut-être magique. Putain. Non, j'aime trop ce film. C'est un film de Wong Kar-wai, on l'a dit, qui a été fait en 94. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il a tourné ce film à la sortie d'un tournage difficile d'un autre film qui est sorti en 94 de lui, qui s'appelait Les Cendres du Temps. C'est un film d'époque d'arts martiaux, dont le tournage avait été très long, le montage aussi, et il en avait un peu marre. Ce qui est marrant, c'est que dans le film, dans Les Cendres du Temps, il y a déjà Tony Leung et Brigitte Lin. Donc Tony Leung qui joue le policier de la deuxième partie et Brigitte Lin qui joue la dame à la perruque de la première partie de Chungking Express, et qui sont, surtout Tony Leung, qui est vraiment son acteur fétiche. Ouais. Et aussi à l'affiche des Cendres du Temps, il y avait 2 autres de ses acteurs fétiches, Maggie Cheung, qu'on va retrouver dans In the Mood for Love, et Leslie Cheung, qu'on retrouve dans Happy Together. Et donc, ce tournage était très long et Wong Kar-wai a décidé d'essayer de tourner un film rapidement.
de façon très spontanée. Et c'est ce qu'il a fait avec Chungking Express, qui est tourné en 3 mois. Du début à la fin, c'est-à-dire même casting, tout, post-prod, le film a été fait en 3 mois. Et c'est quelque chose qu'on sent dans le film, cette spontanéité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, Les Cendres du Temps a été plutôt mal reçu, de façon très mitigée par la critique. Ça n'a pas été un très gros succès, tandis que Chungking Express a fait de lui une star internationale. Ça a été distribué aux États-Unis par la compagnie de production de Quentin Tarantino. Et on va parler de certaines choses que... Ah, c'était pas Miramax? La compagnie de production de Quentin Tarantino, qui s'appelait Rolling Thunder, faisait partie de Miramax. C'était une succursale, mais c'est pour ça que sur l'affiche que tu as vue, il y avait marqué Quentin Tarantino présente. Et c'est ça qui a vraiment fait de Wong Kar-wai une star, et aussi Tony Leung, qui a vraiment fait de lui une star internationale aussi, quoi. Et en fait, Chungking Express, le titre en cantonais à l'origine, ça s'appelait Chungking Jungle. Enfin, je vais pas le dire en cantonais, parce que je sais pas le dire. Mais c'était ça la traduction. Chungking, en fait, c'est le nom d'un bâtiment énorme qui est censé être un bâtiment résidentiel, mais qui s'est transformé en un bâtiment de petits commerces et aussi de petits hôtels un peu miteux. Et c'est là où se passe toute la première partie. Et en fait, c'est un lieu à Hong Kong où il y a beaucoup d'immigrés et aussi pas mal de criminalité et où beaucoup de monde se mélange tout le temps, et c'est ça qui montre vraiment dans la première partie. Et le Express du titre américain, donc du titre français aussi, c'est en référence à Midnight Express, qui est le nom du café où se situe une grande partie de l'action dans la deuxième partie et un petit peu dans la première partie aussi. Et qui est aussi un des films les plus déprimants de l'histoire. Oui, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à la base, il voulait raconter une 3e histoire dans ce film et qu'il n'a pas pu caser tout ça dans le film. J'en suis assez contente. Mais il a décidé d'en faire un autre film qui est sorti 1 an plus tard. Oui, Les Anges déchus, que j'avais vu, mais je ne savais pas que le film avait un lien avec Chungking Express. Je l'avais peut-être lu à l'époque et ça m'était complètement sorti de la tête jusqu'au moment où on a regardé Chungking Express toutes les deux. Et j'ai réalisé qu'il y avait plein d'éléments qui répondaient aux Anges déchus. Et donc, ça a aiguisé ma curiosité. Et après, en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que c'était tout à fait normal puisqu'il a écrit tout ça d'un seul bloc. Et donc, on en parlera un petit peu plus en détail dans le podcast. Mais en fait, les deux films sont très similaires, sauf qu'il y en a un qui est très lumineux et un qui est très sombre. Donc, on l'a dit, le film est divisé en 2 parties. Une première partie qui est vraiment autour du genre du gangster et qui reprend ces codes-là. Et une seconde partie beaucoup plus ensoleillée autour d'un autre couple. Ce qui est assez marrant aussi, c'est que j'ai lu pas mal de critiques dire que ça marquait même au sein du film une division entre la carrière de Wong Kar-wai jusqu'alors et la carrière de Wong Kar-wai après, qui va être beaucoup plus axée justement sur une romance un peu plus pure et plus ensoleillée aussi. Et en fait, on retrouve ça vraiment dans le film. Toi, est-ce que tu as aimé autant chaque partie ? Enfin, je pense que c'est pas très original de dire que la deuxième partie est celle qui file le plus de papillons dans le ventre. Enfin, je pense que c'est celle que tout le monde a retenue. En tout cas, enfin, moi, les quelques images que j'avais vues passer de Chungking Express, elles concernent ce duo-là. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah, moi, c'était le contraire. Ouais. Ah ouais. Ouais, je pense que la deuxième partie, on va en parler plus en détail, mais elle correspond à quelque chose de plus doux dans le romantisme. C'est la plus longue aussi, donc forcément, c'est celle qui a le plus d'impact. Et donc forcément, je pense que c'est celle que j'ai préférée aussi. C'est celle qui m'a le plus fait sourire et charmée comme toi. Mais j'aime beaucoup le fait que les deux soient ensemble, en fait. Je trouve que le film marcherait beaucoup moins bien s'il y avait que la deuxième partie. J'ai fait une petite moue parce que... Pas selon Marie. Non, enfin, moi, j'aime... Si, je suis d'accord. Ouais, la deuxième partie, c'est la plus plaisante pour le public aussi. C'est-à-dire que c'est un vrai moment de liesse qu'on a à la fin. Mais en fait, la manière dont les deux ensemble viennent souligner les thèmes du film fonctionne très, très bien. Et la manière dont les deux s'opposent, justement, une qui est pluvieuse, une qui est ensoleillée. Une nocturne aussi. La première, c'est intégralement la nuit. Hein. Ouais, voilà. Le mélange des genres cinématographiques entre les deux et aussi les thèmes d'isolement, en fait, qu'on retrouve dans les deux de manière différente, de cœur brisé, de comment réparer un cœur brisé. Le fait que la première partie, c'est des gens qui développent une connexion parce qu'ils se retrouvent au même endroit, au même moment, de manière totalement incongrue, alors que dans la deuxième partie, c'est des gens qui développent une connexion alors qu'ils ne sont pas au même endroit, au même moment, qu'elle, elle est dans son appartement quand lui, il n'y est pas, etc. Je trouve que c'est très beau, en fait. Enfin, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce et du coup, oui, je pense que la deuxième partie fait beaucoup plus plaisir, mais j'aime le film dans sa totalité, quoi.
Alors moi, aujourd'hui, j'aime le film dans sa totalité. Je pense que les raisons pour lesquelles j'ai arrêté plusieurs fois le visionnage, c'est déjà parce que moi, on m'avait dit qu'il y avait Tony Leung dans ce film et que pendant 20 minutes, en fait, c'est même 40 minutes la première partie, je me disais, où est Tony Leung? Où est Tony Leung? Enfin, c'est pour ça que j'ai signé, moi, en fait. C'est une histoire d'amour avec lui et il n'est nulle part. Et surtout, en fait, je trouve que les personnages, avec le recul, je les trouve marrants, mais ils sont assez antipathiques pour moi dans la première partie. Alors que dans la deuxième partie, tu tombes amoureux d'eux, quoi. Et je crois pas trop en leur histoire d'amour non plus dans la première partie, je dois dire. Donc, pour moi, c'est même pas une histoire d'amour qui raconte vraiment dans la première partie. C'est juste une rencontre qui va sûrement mener nulle part de toute façon parce que, c'est un policier, c'est une trafiquante de drogue. Moi, du coup, quand on a regardé le film ensemble, j'étais pas surprise par la première partie du tout. Parce que je pense, oui, j'avais ce bagage avec Wong Kar-wai où je me disais, bon, ok. Et puis, j'avais pas l'impatience que tu ressentais par rapport à Tony Leung, même si il est magnifique. Mais, je trouve ça marrant parce que je me disais, je savais qu'il était dans le film. Donc, tu vois, il allait bien arriver à un moment. Ouais, quoi. mais je crois qu'on a établi que j'étais la personne la moins patiente du monde. Et vraiment, ce film a joué avec mes nerfs, quoi. C'est trop drôle. Mais c'est marrant parce que maintenant, je l'ai revu, je te dis, 2 fois en une semaine. Et maintenant, la première partie, je l'adore. Hein. C'est un plaisir de la voir et tout ça. Mais il a fallu la traverser. Et je pense que c'est le cas pour pas mal de gens. Donc, je le dis aux gens qui ne l'ont jamais vu et qui nous écoutent. Si vous regardez ce film, tenez bon. Moi, une chose que j'adore dans ce film et qu'on retrouve pas trop dans le reste de la filmographie de Wong Kar-wai pour le coup, c'est l'humour. C'est un film très drôle et on a beaucoup ri en le regardant toutes les deux. Ouais. Aussi bien la première que la deuxième partie pour le coup, parce que la première, il y a vraiment... les deux personnages sont marrants à leur façon et les situations aussi. Et la deuxième, le personnage joué par Faye Wong est vraiment très drôle. Les deux, hein. Lui, il parle quand même à son savon, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, il me fait autant rire qu'elle. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, il y a vraiment beaucoup d'humour dans ce film, ce qu'on retrouve pas dans les autres films de Wong Kar-wai. Et ça fait vraiment plus comédie romantique par moment, quoi. Ça, c'est vrai. Par contre, Les Anges Déchus, donc l'autre pendant de Chungking Express, est aussi très drôle. Il y a 2 histoires d'amour aussi dans ce film. Et il y en a une qui est consacrée à un personnage qui est muet, mais c'est pas médical, c'est juste qu'un jour, il a arrêté de parler. Et c'est un personnage qui est très excentrique, qui est joué par le personnage de la première partie de Chungking Express. Takeshi Kaneshiro. Et qui, en fait, agresse un peu les gens dans la rue pour essayer de les forcer à lui donner de l'argent, mais en leur vendant des espèces de trucs de commerce. Donc, il se met à les shampouiner un peu contre leur gré pour leur faire un shampoing comme s'il était coiffeur. Il leur vend de la glace, mais il les force à manger des kilos et des kilos et des kilos de glace pour se faire payer. Il est très, 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 très drôle et en plus très expressif comme le personnage de Faye Wong dans Chungking Express parce qu'il parle pas. Et donc, pour moi, les deux sont vraiment tout aussi drôles et je pense qu'il y a un humour plus noir dans Les Anges Déchus puisque le film est plus sombre. Bon, on va rentrer dans les détails de la première partie déjà. Donc ça se concentre, on l'a dit, sur 2 personnages. Un premier policier, donc qui est joué par Takeshi Kaneshiro, qui est un acteur japonais, mais qui a grandi à Taïwan, donc qui parle le mandarin, le cantonais, et qui a pu tourner dans plein de pays à cause de ça. Moi, je pense qu'il est un peu relou. Il est très marrant. Pas l'acteur, hein, le personnage. Il est marrant, mais il est un peu relou parce qu'il a le cœur brisé. Il s'est fait larguer par sa petite copine qui s'appelle Mei. Et il a décidé donc de bouffer des boîtes de conserve d'ananas parce qu'elle adorait ça jusqu'au 1er mai, son anniversaire à lui, ses 25 ans, pour marquer le coup parce qu'il pense qu'elle va le rappeler d'ici là, quoi. Oui, il dit je donne 1 mois pour que la rupture soit vraiment actée. En fait, pour moi, c'est un peu pareil qu'avec le personnage de Faye Wong dans la deuxième partie, c'est-à-dire que c'est des comportements qui, dans la vraie vie, ne sont pas du tout mignons, mais qui sont très charmants dans le contexte d'un film, et encore plus dans le contexte d'un film romantique. Et c'est vrai que oui, il est très insistant, il passe ses journées et ses soirées entières à appeler les parents de son ex pour demander des nouvelles. Et à appeler des meufs à qui il n'a pas parlé depuis... Il y en a une qui l'appelle et il dit « Ah bon, t'es mariée maintenant et t'as 2 enfants. Ça fait vraiment 5 ans qu'on ne s'est pas parlé. » Ouais, non, c'est ça, mais c'est très marrant en fait, parce que oui, c'est un loser, quoi. Ouais. Il est vraiment complètement à côté de la plaque, et en même temps, il a un côté très touchant. Oui, il est mignon aussi, donc... Ouais, il est très mignon, mais même la manière dont il gère en fait son cœur brisé, c'est un peu le motif récurrent de tout le film, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métaphores qui sont très poétiques et très belles, et leur manière de parler d'amour et de romance et de cœur brisé est très évocatrice. Et en fait, lui, il dit que quand il se sent vraiment trop triste, il se met à courir des sprints pour transpirer tellement qu'il aura plus de larmes. Et j'adore en fait ce genre d'image. Je trouve que c'est très réussi. Donc il a un côté très loufoque qui fonctionne totalement sur moi.
Non, mais c'est vrai, il est très charmant, je trouve. Oui, il est charmant, mais c'est vrai que le truc de courir pour se débarrasser de toute l'eau de son corps, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Donc, il a son charme, mais il me charme pas. Mais il me fait rire, en fait, plus Oui, que... c'est ça. Et je pense que comme je le connaissais des Anges déchus et qui joue aussi le personnage le plus marrant des Anges déchus, tout de suite, enfin, c'est vrai qu'il a un physique qui est bon, il est très beau et il est très marrant et il a une bonne tête en fait. Oui. Il Oui, fait oui, pas du bien tout sûr, menaçant et donc ça aide beaucoup avec certains des traits de sa personnalité parce que t'as juste envie de le prendre sous ton aile et de lui dire ça va aller, t'es jeune quoi. Et oui, et le sommet de son cœur brisé, c'est une nuit, la dernière nuit, donc avant la deadline qu'il s'est fixée à lui-même sans le dire à son ex, hein, donc elle n'est pas au courant qu'elle est censée le rappeler d'ici là. Il décide de manger, enfin il décide, oui, c'est une décision, de manger 30 boîtes de conserve d'ananas au sirop. Ce qui est gastriquement risqué. Oui, on s'est fait la réflexion Ambitieux. pendant le visionnage. On va dire, monsieur. C'est la réflexion que je me suis faite en regardant cette scène. Oh putain. 那天晚上我吃到这个， Ouais, autant s'asseoir Non, directement mais sur les toilettes pour les manger, quoi. 要不然我一定是晚上。 Au final, il n'a pas la diarrhée, je suis assez admirative, il vomit. Il vomit, ouais, c'est ça. J'espère qu'il avait du Gaviscon à proximité, quand même. Il a dû avoir des petites brûlures d'estomac. C'est clair. Et donc, ce charmant policier loufoque rencontre une femme avec une perruque qui est jouée par Brigitte Lynn. Son personnage à elle est un hommage à Gina Rowlands dans Gloria. Je sais pas si tu l'as vu, moi je l'ai pas vu. Mais elle ressemble à ça un peu, elle a les cheveux blonds comme ça. Mais en fait, elle, on la suit en parallèle pendant toute la première moitié du film et elle est trafiquante de drogue. C'est vrai qu'elle est très marrante parce que Ouais. elle est horrible et donc assez fun à regarder. Tu l'as beaucoup aimée. Oui. Tu l'adores, elle est horrible. C'est une girl boss. Je suis désolée, mais elle est trop cool. Je dis ça au moment où elle kidnappe une petite fille pour faire chanter un mec. J'adore. C'est vrai que cette scène, moi, me fait beaucoup rire, parce qu'en plus, elle lui donne une grosse coupe de glace, donc elle est assez gentille avec la petite fille, mais... Encore un parallèle avec les Anges déchus. Ah Une oui. consommation excessive de glace. Enfin, moi, j'ai eu du mal avec son personnage au tout début, parce que je trouvais qu'elle parlait hyper mal. En fait, elle travaille avec des immigrés indiens qui vivent dans les Chungking Mansions, et elle est très agressive avec eux. C'est une population d'immigrés vulnérables et qui est mal considérée à Hong Kong et tout ça. Et en fait, la voir parler comme ça, ça me la rendait très antipathique, en fait. Même si, au final, il allait lui mettre à l'envers et il pique toutes les drogues et elle se retrouve un peu dans la merde. Oui, c'est Mais... ça. Elle a un peu un retour de karma quand même. Voilà, exactement. Mais c'est ça qui me la rendait un peu... je l'aimais pas trop, quoi. Je l'ai trouvée assez divertissante et aussi parce que, bon, on parle beaucoup d'anti-héroïne en ce moment, toi et moi, mais en fait, j'aime beaucoup le fait que dans le film, les rôles genrés sont plutôt inversés. C'est les deux hommes qui ont le cœur brisé et qui sont plutôt fleurs bleues, et c'est les femmes qui sont dures et ou énigmatiques. Et elle, notamment dans la première partie, elle est assez dure. Et je pense que j'ai un petit faible pour les personnages féminins comme ça parce que ça renverse un petit peu les codes, surtout pour un film des années 90. Et surtout que justement dans Les Anges déchus, c'est l'inverse. C'est le mec qui rejette la femme et qui, elle a complètement le cœur brisé et elle peut pas s'en passer. Et toutes les femmes sont en train de pleurer après des mecs. Alors que là, dans ce film, c'est l'inverse. Le truc qui fonctionne très bien pour moi dans la première partie, c'est l'atmosphère. Ça se passe dans les Chungking Mansions. La musique est très très importante dans l'œuvre de Wong Kar-wai en général, dans tous ses films. Et là, dans celui-ci, elle marque très bien aussi la différence entre les deux parties. Et chacune a une identité musicale très distincte. Et dans la première, la musique est beaucoup plus active et il y a plus de suspense en fait dans la musique. C'est-à-dire qu'il y a la musique indienne qu'on a entendue pendant l'extrait tout à l'heure et il y a une autre musique qui est très répétitive qui vient plusieurs fois marquer des scènes de cette première partie. On va l'entendre. Et c'est un morceau qui s'appelle Baroque de Michael Galazzo. Oui, bah, c'est la musique qui ouvre le film et qui m'a tout de suite fait dire c'est bon, on y est.
Globalement, tu l'as dit, tu fais que écouter la bande-son en boucle. Toute la bande-son du film est géniale. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux parce qu'ils les répètent tous 25 000 Oui, voilà. fois. Mais il y a aussi une chanson de reggae qui est très cool. Oui, de Dennis Brown qui s'appelle Things in Life et qui est joué en fait dans un bar où est le dealer de Brigitte Lynn, enfin son patron, et on comprend aussi son ex. Il joue cette musique à répétition à chaque fois. C'est un truc aussi qu'a Wong Kar-wai, c'est il aime bien avoir une musique qui a dans In the Mood for Love, il y a carrément des thèmes pour chaque personnage et en fait à chaque fois qu'ils réapparaissent ou à chaque fois qu'il y a des scènes répétitives, la même musique réapparaît et là c'est pareil dans ce film. Encore plus dans la deuxième partie, on va le voir, parce qu'il y a vraiment un morceau qui est associé au personnage joué par Faye Wong. Et la deuxième chose dans cette première partie, c'est la photographie et la mise en scène. La photographie, c'est Christopher Doyle qui a été le collaborateur fidèle de Wong Kar-wai jusqu'à leur séparation au moment de 2046. Mais oui, en fait, moi, je pense que c'est pour ça que tout de suite, j'étais très emballée par la première partie parce que je retrouvais pour le coup le Wong Kar-wai que j'avais appris à connaître un petit peu plus. Il y a les ralentis, il y a le travail sur la lumière qui est hyper saturé et c'est toujours des lumières un peu des couleurs primaires, du rouge, du vert, très très vif. Il y a les flous aussi, les effets de flou. Ouais, voilà, en fait, il y a une technique qui a été très très utilisée et popularisée par Wong Kar-wai qui s'appelle le step printing. Et en fait, c'est ça qui donne les ralentis qu'on voit au début. C'est juste une duplication des plans et ça donne l'impression que c'est au ralenti et ça crée une espèce de flou et c'est utilisé dans les moments très dramatiques du film. Donc là, c'est soit généralement des scènes d'action pour lesquelles ils les utilisent, soit des très belles scènes où il y a Faye et le policier dans la deuxième partie qui sont tous les deux accoudés au comptoir. Où il boit un café, lui, elle le regarde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a l'impression que les gens au premier plan vont très vite, alors que tout va très lentement pour eux. Ouais. Donc il y a un contraste, on a l'impression qu'ils sont vraiment suspendus dans un moment entre eux, alors que le reste continue à exister, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, dans ce moment, ce qui est très beau aussi, c'est que il y a pas de musique, c'est silencieux, on entend juste le bruit d'un avion, puisque c'est un truc récurrent dans le film. Mais pour le personnage de Faye qui écoute toujours de la musique pour calmer un peu ses pensées, le moment où elle est en train de le regarder amoureusement, il y a plus aucun bruit. Toutes ces techniques-là qui sont très, très associées à la filmographie et à la mise en scène de Wong Kar-wai et la photo de Christopher Doyle sont présentes dès le début du film. Et c'est vrai que c'est sublime. Et en même temps, j'aime bien le fait qu'il mixe beaucoup de choses dans ce film. Il y en a qui ont une unité visuelle très très forte, comme In the Mood for Love ou Happy Together, par exemple. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est quand même un mix de plein de choses. Moi, ce qui fonctionne pas trop pour moi, on l'a compris dans la première partie, c'est l'histoire. Je suis pas du tout investie dans leur histoire à eux. Toi, est-ce que tu es investie dans leur romance ? Je vois pas vraiment les termes de cette partie comme ça. Oui. Je suis investie dans chacun des personnages. Et du coup, je suis attendrie par le fait que ces personnages qui n'ont rien en commun trouvent un tout petit peu de réconfort, très très bref, en se croisant, alors qu'ils n'ont rien à faire ensemble, qu'ils vont sans doute jamais se recroiser. Mais en gros, le soir, il est très insistant avec elle, il est relou au bar, il arrête pas de lui dire « Est-ce que vous aimez les ananas ?» Enfin bref, dans toutes les langues, comme tu l'as dit, il peut utiliser ses talents à ce moment-là et il lui dit que c'est son anniversaire, il lui raconte toute sa life, elle s'en fout, elle est là, bon, mec, je viens de me faire tirer 3 milliards de tonnes de drogue, donc en vrai, tes histoires de cœur brisé, je m'en fous. Et le lendemain, une fois qu'il est seul et qu'il l'a quittée pendant qu'elle dormait, donc il n'y a vraiment pas eu de connexion entre eux, elle lui a laissé un message pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et donc je trouve ça très charmant parce que ça veut dire que malgré tout, ce personnage très coriace de Brigitte Lynn a été quand même un petit peu touché par ce jeune homme très relou qui l'a emmené dans une chambre d'hôtel et qui a mangé des frites en regardant la télé pendant qu'elle dormait. Une chef salade, il a mangé d'ailleurs. Exactement, il commande une chef salade et c'est un burger avec des frites, je comprends pas. Et après, le personnage de Tony Leung commande des chefs salade et on dirait des kebabs, donc il faut m'expliquer ce que c'est. En fait, une chef salade, c'est la salade du chef, donc ça peut être tout ce que tu veux. Oui, mais il n'y a pas de salade. Je sais, il y a 3 feuilles. On ne voit aucune salade dans ce film, c'est très bizarre. Ouais. Mais oui, donc je suis pas investie dans leur histoire d'amour, mais je suis investie dans les deux personnages parce que lui, il m'attendrit et elle, son côté vie de merde me fait un peu souffrir. En fait, c'est tellement cauchemardesque ce qui lui arrive. Alors, je sais que c'est pas bien, mais ça me rappelle un cauchemar où, tu sais, elle a prévu un plan et rien ne s'exécute comme il le faudrait. C'est le plus grand cauchemar d'Anaïs. C'est ça. Les choses ne se passent pas comme prévu, ça m'angoisse. Et donc, je ressens quand même de l'affection ou de l'empathie pour elle. Et en plus, elle bute tout le monde, donc je trouve ça génial. Donc ouais, certes, sur le plan romantique, je suis pas investie. J'espère pas qu'ils vont finir ensemble et qu'ils vont avoir une belle histoire, alors que dans la deuxième partie, oui. Mais je trouve ça très joli quand même.
le film est marqué par des monologues en voix off, ce qui est aussi le cas dans Happy Together. Oui, dans beaucoup. Dans beaucoup, mais pas dans In the Mood for Love ou 2046. Il a un peu abandonné ça après, j'ai l'impression. Mais c'est un peu comme ça aussi que les personnages racontent leur vie intérieure. Et le personnage du flic dans la première partie a beaucoup de réflexions sur la notion de péremption et sur tout ce qui se périme. Et ce qui est intéressant, je lisais un papier de la critique Amy Tobin qui a écrit un papier pour la collection Criterion, qui est une super collection américaine de films d'art et d'essai en général, et qui a sorti toutes les œuvres de Wong Kar-wai il y a quelques années en DVD. Et en fait, elle a écrit un texte à ce moment-là. Elle souligne en fait que le film Chungking Express est sorti en 94. C'est 3 ans avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et il y a cette notion de justement de choses qui se finissent et de péremption aussi. Et même si Wong Kar-wai ne parle pas de politique dans ses œuvres en général, ça ne veut pas pour autant dire que la politique n'est pas présente à travers les histoires. Et toute cette réflexion autour de cette notion, elle souligne aussi ça, quoi, et ce moment dans l'histoire de Hong Kong. Ouais, c'est intéressant parce que le fait qu'on ait chacune vu 2 pans totalement différents de la filmographie de Wong Kar-wai, parce que l'ombre de la rétrocession est hyper présente dans tous ses films avant In the Mood for Love. Dans Happy Together, qui est sorti en 97, il y a vraiment cette idée de déconnexion et d'aliénation totale des personnages. Et c'est vrai que souvent, tous ces personnages sont hyper seuls, déconnectés, en perte de sens. Dans Les Anges déchus, c'est évident aussi. Et puis dans Happy Together, ils sont carrément déracinés. En fait, ils sont loin de Hong Kong et il y a même un moment où ils sont en Argentine et Buenos Aires est filmé à l'envers parce qu'ils s'imaginent être à Hong Kong mais à l'envers. Dans Nos années sauvages, que je te recommande, je pense que tu aimerais vraiment beaucoup. Mais c'est la première partie de la trilogie sur In the Mood for Love, en fait, Nos années sauvages. Le personnage principal est déchiré entre sa mère adoptive et sa mère biologique. Et il décide à un moment d'émigrer, je crois que c'est à Taïwan. Donc il y a vraiment des questions de frontières et d'appartenance en fait culturelle et émotionnelle qui sont hyper présentes dans ses œuvres. Et c'est vrai qu'après on le retrouve moins de ce que tu dis, mais oui, là c'est très très présent. On arrive à la deuxième partie. Ta préférée? Il faut noter qu'en fait, les 3 personnages majeurs de la deuxième partie apparaissent dans la première partie. On voit le personnage de Tony Leung à un moment accoudé à une rambarde pendant qu'il travaille. On voit aussi son ex-copine, celle qui va le larguer, l'hôtesse de l'air, arriver à l'aéroport au moment où Brigitte Lin se fait arnaquer par ses passeurs. Et on voit aussi le personnage de Faye Wong, qui s'appelle Faye aussi dans le film, acheter la grosse peluche Garfield à un moment pendant la nuit, alors que Brigitte Lin est dans la scène aussi. Donc on les voit, mais ils ne prennent toute leur importance que lors de la deuxième partie. Une deuxième partie qui, quand elle s'est lancée, a provoqué un cri de joie de ma part. Ah! Il est là. C'est bien parce que même dans tes films, c'est toi qui réagis devant les visionnages. En vrai, ce qui a provoqué une réaction, c'est l'apparition de Tony Leung. Ce qui est intéressant, c'est que le soleil arrive en même temps que le personnage de Tony Leung, mais surtout en même temps que leur rencontre et le début de leur histoire. Et d'ailleurs, toute la deuxième partie est ensoleillée jusqu'au moment où ils sont séparés, où il se met à pleuvoir et la pluie s'arrête quand ils se retrouvent 1 an plus tard. Et c'est une symbolique assez évidente, mais c'est vrai que cette deuxième partie, elle est plus du tout la même vibe, et on l'entend même à la musique, où c'est California Dreaming des Mamas and the Papas, qui est joué encore et encore et encore par Faye, qui est une serveuse dans le café où allait le policier de la première partie et où va aussi le policier joué par Tony Leung. Il y a 2 moments du film où tu m'as indiqué qu'il était en train de se passer quelque chose avant que je le réalise moi-même, puisque là, cette partie, du coup, moi, je savais pas, je me doutais bien que Tony Leung allait apparaître à un moment. Je ressentais pas la même impatience que toi quand tu as découvert le film au début. Mais là, on le voit de très loin, en plan large. Et tu as commencé à faire « Ah !» Et j'étais là « Ah bon, j'imagine que du coup, Tony Leung est là. » J'avais pas encore forcément capté. Et à la fin du film aussi, dès qu'il dit la dernière réplique, tu t'es retourné vers moi pour me regarder en mode « T'as vu, c'était vraiment bien. Hein » Et je savais pas que le film était en train de se terminer. Donc j'étais là « merci Marie, tu es très impatiente. » Désolée. Mais c'est vrai que la première scène où il arrive, il faut qu'on parle de lui. Il a des yeux, Tony Leung. Il a les yeux les plus
Tu disais qu'on en a parlé mélancolique, mais enfin, doux, mélancolique et magnifique que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Mm. Et en fait, cette première scène, on le voit arriver comme elle le voit arriver, c'est-à-dire qu'il se dirige vers le comptoir du café. Il enlève sa casquette de policier et il la regarde et c'est juste wow. C'est une entrée, mais comme on en voit rarement au cinéma. De tous les films que tu m'as montrés pour l'instant, c'est très clairement le plus beau, le plus sexy, le plus magnifique. Oui, Et tu comprends parfaitement pourquoi n'importe qui en train de préparer un kebab déciderait de chambouler sa vie et de rentrer par effraction chez cet homme pour aller faire sa poussière, quoi. Enfin, je comprends parfaitement. Il est tellement, tellement beau. Ouais, il est vraiment magnifique et il est plus que beau. On a même eu une conversation à ce sujet qui est un peu interrompue par une scène du film parce qu'il fallait regarder, mais parce que vraiment, Tony Leung, quoi. Il est tellement charismatique. Bravo. Pas charismatique, tu veux dire beau. Oui, mais aussi, il a vraiment une... C'est tout. C'est juste ça. Mais en fait... Il a un... Non, mais ça je me s'appelle un confie. physique. Non, c'est pas juste ça, justement, parce qu'il y a une âme derrière ce physique. Non, mais bien sûr. Non, mais Il est extrêmement talentueux et extrêmement charismatique, c'est sûr. Oui, mais il y a vraiment quelque chose, en fait, on va pas faire 40 minutes sur Tony Leung, même si je pourrais. Il y a quelque chose de tellement profond, il arrive à transmettre quelque chose de tellement profond et plein d'âme, en fait, à travers son regard, qui est, mais renversant. C'est incroyable. Et c'est assez unique. Quand on lit un peu l'histoire de sa vie, c'est quelqu'un son père l'a abandonné quand il était très jeune, il en a parlé, et il a parlé du fait qu'il a enfoui ses émotions très très vite et qu'il n'a jamais voulu trop exprimer ses émotions. C'est quelqu'un d'extrêmement introverti. Et que pour lui, jouer la comédie, en fait, c'est une façon d'exorciser tout ça et d'exprimer tout ça. Et en fait, ça se sent quand on le voit jouer, je trouve. Ouais, on a l'impression de voir beaucoup plus que ce qu'on voit d'habitude avec la plupart des acteurs. Et il y a des acteurs qui sont magnifiques, mais qui ne transmettent pas du tout cette profondeur-là que lui transmet, mais à chaque plan de son visage, quoi. En ne faisant rien. Et son personnage est assez réjouissant, tu le disais tout à l'heure, il parle à son savon. Oui, en fait, il a ce rapport au monde très poétique qu'a aussi l'autre personnage masculin de la première partie. En fait, c'est que des personnages qui sont très seuls et qui développent une connexion aux objets et à leur entourage pour exprimer leurs émotions qu'ils n'arrivent pas forcément à exprimer avec d'autres êtres humains. Et donc, quand son torchon est imbibé d'eau, il dit que son torchon pleure. Et quand son savon est très usé, il dit que son savon a maigri parce qu'il est un petit peu triste et qu'il se laisse aller. Et quand sa maison est inondée, il dit que sa maison pleure et qu'elle est triste et qu'il faut la consoler. Il dit à un t-shirt « Demain, je t'emmène bronzer » et il l'étend au soleil. Enfin, c'est magnifique ce rapport aux objets qu'il a. Et c'est aussi très touchant, surtout pour un personnage masculin, parce que ça transmet aussi une vulnérabilité immédiate. Et il a une collection de peluches que n'importe quel enfant de 6 ans tuerait pour avoir. Et il les brosse en leur parlant. C'est trop mignon. On comprend que beaucoup sont sûrement là grâce à son ex, parce qu'on comprend par exemple la grosse peluche blanche lui avait été offerte par son ex ou des choses comme ça. Mais oui, il a vraiment un côté... C'est vrai qu'il les brosse. Mais on va entendre, c'était assez réjouissant en regardant le film. Il parle à son savon, là. Il y a beaucoup de peluches chez policier, quand même. Ouais, je sais. Et puis, il y a Faye. Faye qui est jouée par Faye Wong, qui est une méga star de la pop chinoise. C'est son premier grand rôle au cinéma. Et c'est même son deuxième rôle. Je pense que le premier, c'était un tout petit rôle parce que c'est vraiment considéré comme son premier rôle. Et elle joue aussi dans 2046. C'est un personnage féminin majeur dans 2046 dont Tony Leung tombe plus ou moins amoureux. Et en fait, c'est ces deux gros films, quoi, parce que sa carrière, c'est plus la musique. D'ailleurs, je regardais un peu sa discographie, c'est incroyable. Je crois qu'elle a sorti 17 albums en 10 ans. c'est assez fou. Et d'ailleurs, elle chante la chanson, la reprise de Dreams des Cranberries, qui passe dans une scène clé pendant qu'elle est en train de faire le ménage. Elle fait un relooking à l'appart du flic. La musique qui passe, donc cette reprise, c'est Faye Wong qui la chante. Et c'est une des chansons que j'écoute en boucle depuis une semaine. Moi aussi. C'est vrai ? Bah oui. C'est trop bien. Bon, Faye Wong, c'est peut-être bien la personne la plus charmante de l'histoire. Son personnage, en tout cas, dans ce film. N'ayons pas peur de l'hyperbole. Franchement, non. Oui, elle est extrêmement charmante et puis elle est magnifique, en fait.
Les deux sont d'un tel magnétisme et elle est très très rigolote. Oui, certes, je me suis un petit peu identifiée à elle. Oui, tu sais, parce qu'alors, Faye, qui travaille dans son café, elle joue donc The Mamas and the Papas en boucle, derrière, très fort. Et Anaïs, tu as vécu des expériences similaires pendant tes années d'études. Je travaillais à Lily's Brownies à la gare Montparnasse le samedi et le dimanche. Et les amis qui me connaissaient à cette période venaient me rendre visite et ils s'en souviennent. J'étais un peu au bout de ma life. Souvent, je m'étais couchée 2 heures avant, en rentrant de soirée. Et donc, j'écoutais la même chanson en boucle toute la journée. Sur des écouteurs ou dans... Honnêtement, ça n'avait aucune différence. Enfin, j'étais vraiment... Je faisais des sudoku. Bon, t'as eu un petit processus d'identification avec Faye. Quand je travaillais à Lily's Brownies, c'était un peu pareil. Il y avait des gens qui venaient parfois pour commander. Je disais, ah non, je suis en train d'écouter ma musique. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Un muffin? Bon. Attendez, je finis ma chanson. Comme Anaïs, quand elle avait 18 ans, Faye rêve de s'évader de son quotidien. Elle rêve d'Amérique, comme toi à l'époque aussi. Tout à fait. Plus particulièrement en ce qui la concerne de Californie. Bon, c'est assez littéral dans son choix de chanson, mais elle en parle aussi au personnage de Tony Leung. Et elle tombe immédiatement amoureuse de lui. On la comprend, on l'a dit. Oui, et leur première interaction, il lui demande pourquoi elle passe la musique si fort et elle lui dit que c'est parce qu'elle aime pas penser et que plus la musique est forte, moins elle réfléchit. Je pense que toi et moi, on peut aussi beaucoup s'identifier à ça. Et j'aime beaucoup le fait que, comme le personnage de Brigitte Lynn dans la première partie, elle porte presque tout le temps des lunettes de soleil et c'est une autre manière de mettre l'emphase sur la déconnexion un petit peu de ces personnages qui veulent pas être totalement présents dans le monde dans lequel elles évoluent. Le personnage de Faye, ce qui la caractérise même dans sa relation avec lui, c'est qu'elle est déconnectée de la réalité. C'est-à-dire qu'elle vit dans une vie de fantasme un peu et de rêverie. Et d'ailleurs, quand ça devient réel, elle s'enfuit. C'est une des choses qui la caractérise, c'est vrai. Et tous ces personnages, c'est vraiment des choses qui les caractérisent aussi, c'est qu'ils ils vivent dans un monde un peu imaginaire, quoi. Qui sont complètement, ouais, ils sont complètement déconnectés et je pense que elle s'ennuie énormément et que avec lui, elle trouve aussi une distraction en fait pour se sortir de voilà. C'est plutôt une belle distraction. Donc, ouais. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Ce qui va se passer, c'est que donc lui se fait larguer par sa petite amie qui est hôtesse de l'air par courrier. Donc c'est pas très sympa. Elle dépose une lettre au kebab et donc c'est Faye et son patron qui lisent la lettre. Tout le monde la lit. Même les cuisiniers la lisent. Voilà, c'est assez humiliant pour notre pauvre policier. Et dans la lettre, elle a aussi laissé son jeu de clés de l'appartement et donc Faye va assez rapidement décider de s'introduire chez lui. Parce qu'elle découvre son adresse en lui demandant pour lui envoyer la lettre. Voilà, et donc pareil, il y a ce moment de ralenti où elle est en train de rêvasser un petit peu, où il n'y a plus de musique et donc là on comprend qu'elle est en train de cogiter. Et la scène d'après, elle rentre chez lui pendant qu'il n'est pas là. Et au début, elle y est un peu juste pour rêvasser et se faire sa vie imaginaire de meuf complètement folle, où elle saute sur son lit, elle se prépare des vermicelles. Après, elle fait la vaisselle. Elle porte toujours des gants en caoutchouc rose pour, voilà, faire attention à ne pas laisser de traces. C'est très marrant parce que du coup, elle développe un amour pour un flic et elle s'introduit chez lui et donc elle veut pas laisser d'indices. Ça ferait un très bon costume d'Halloween. C'est aussi comme ça qu'on reconnaît les bons costumes de film. Et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, à force de tomber amoureuse de lui, elle décide aussi d'améliorer sa vie en améliorant son intérieur à lui, puisqu'elle comprend qu'il est déprimé, qu'il n'arrive pas à se remettre de sa rupture. Et voilà, chez lui, c'est sale, c'est pas entretenu. Et donc, elle va changer les torchons, elle va remplacer le savon, elle va remplacer ses boîtes de conserve de sardines, faire son lit, faire le ménage sur cette reprise des Cranberries. Et c'est juste extrêmement romantique. C'est une sociopathe, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est la sociopathe la plus cute du monde. Exactement. Je l'adore. La meuf, c'est une femme de ménage clandestine. C'est clair. J'adore. C'est pas trop romantique? Bah, c'est de ouf. C'est trop bien. En fait, c'est une référence pour le coup qui est très contemporaine, donc il n'a rien à voir avec ce film, mais ça m'a tout de suite rappelé l'épisode 3 de The Last of Us, dont on a parlé récemment dans PIC TV, où le personnage de Murray Bartlett dit que entretenir les choses, c'est comme ça qu'on témoigne de l'amour. Et là, c'est exactement ce qui se passe en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de développer sa relation avec lui, elle l'aide à se remettre de sa rupture sans que lui s'en rende compte. Elle le drogue carrément, puisqu'elle lui met des somnifères dans sa bouteille d'eau. Dort pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est
c'est en vrai un comportement qui est extrêmement flippant. Et ça le serait encore plus si c'était un personnage masculin. Mais dans le cadre du film, c'est juste très, très, très mignon. C'est original. C'est très loufoque. En fait, elle cherche pas à le séduire. Elle cherche juste à améliorer sa vie à lui, ce qui est forcément très romantique. Son personnage a pas mal été décrit comme une manic pixie dream girl, qui était un peu un trope des années 90 beaucoup et 2000. On en a déjà parlé dans le podcast, mais c'est un trope qui est né avec un critique qui parlait de Rencontre à Elizabethtown de Cameron Crowe, et c'est un cliché qui après s'est répandu dans toute la pop culture. Pour moi, la plus emblématique, c'est vraiment Natalie Portman dans Garden State. Donc c'est une fille hyper quirky, un peu loufoque, qui est trop mignonne, mais qui vit totalement dans son monde et qui existe pour valoriser le personnage masculin de l'histoire. Et le personnage de fée a pas mal été qualifié de Manic Pixie Dream Girl. Est-ce que toi, tu penses que c'en est une ? Oui et non. Je peux voir cet aspect-là chez elle, surtout qu'elle parle vraiment pas beaucoup. Mais pour moi, le plus dérangeant dans le cliché de la Manic Pixie Dream Girl, c'est qu'elle sert au développement narratif du personnage masculin à ses propres dépens et qu'on en sait au final assez peu sur ses propres motivations, ses propres passions. Alors que c'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe dans Chungking Express, puisque on découvre vraiment, enfin toute la deuxième partie, elle est quand même plus à travers son point de vue à elle. Ouais. Et on comprend tout de suite ses aspirations à elle, qui sont justement de s'échapper de Hong Kong et d'éventuellement aller en Californie. Donc on comprend quand même beaucoup de choses de sa personnalité. Et comme tu l'as dit, au moment où ça devient concret avec le personnage du policier, elle décide de suivre le rêve qu'elle a depuis le début et de partir pour voir si ça vaut le coup d'aller en Californie ou pas. Donc elle se développe en fait au fil du film et elle choisit de revenir après. Et c'est à travers son regard à elle qu'on vit aussi la fin du film. Donc je pense que c'est moins insultant que beaucoup de Manic Pixie Dream Girl qu'on a vu qui sont vraiment des faire-valoir pour le personnage masculin. Là, je trouve que c'est pas trop ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, exactement. Je trouve qu'en fait, ça serait vraiment réducteur de la qualifier de Manic Pixie Dream Girl. Et ça m'a... Enfin, je comprends pourquoi on lui a appliqué cette étiquette. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et puis même, en fait, je trouve que même son côté loufoque est développé dans le sens où peut-être que je projette aussi des choses sur elle, mais je sens en fait psychologiquement, quand je regarde le personnage et je la vois évoluer, je sens un peu ce qui se passe en elle et je sens un peu les problèmes psy qu'elle peut avoir, mais de façon assez émouvante et en même temps pas du tout stigmatisante ou quoi que ce soit. Et je trouve qu'on n'a pas ça dans les personnages de Manic Pixie Dream Girl, tel que le cliché s'est exprimé au fil des années, qui sont juste des meufs un peu loufoques, quoi, qui font des trucs bizarres, genre elles bougent leurs doigts en faisant des bruits bizarres ou des trucs comme ça. Là, on sent une profondeur, en fait, dans son personnage et aussi dans ses idiosyncrasies. Et je trouve qu'on l'a pas d'habitude dans ce cliché. Elle a une anxiété aussi, on l'a dit, la première phrase, c'est « oui, j'écoute la musique très fort pour ne surtout pas avoir à réfléchir ». Même dans ses interactions avec lui, le fait qu'elle développe un peu cette obsession autour de lui et de son appartement, justement, on sent, c'est très romantique, mais ça peut aussi masquer plein de choses et on comprend que c'est un amour qui est, comme souvent en fait, avec des crushs obsessionnels qui masquent autre chose qui pourrait peut-être ne rien avoir avec lui au final. Et donc, C'est quand même à la fin. Mais, oui, non, mais je suis d'accord, je suis totalement d'accord. En fait, on peut voir le film à un premier niveau comme le fait que lui, il va passer toute la deuxième partie du film à rattraper ses sentiments à elle. C'est-à-dire qu'elle, elle est amoureuse d'un coup, elle a le coup de foudre. Et lui, il met du temps à comprendre qu'elle lui plaît aussi. Mais on pourrait aussi se dire qu'elle, pendant tout ce truc avec l'appartement, elle est juste en train de nourrir une anxiété ou d'essayer de détourner son attention de l'ennui un peu existentiel qu'elle ressent à Hong Kong. Et qu'au moment où elle a la possibilité d'une relation, elle décide de partir et que c'est ensuite qu'elle aussi est rattrapée par la réalité des sentiments qu'elle a pour lui. Quand elle dit, en fait, pendant 1 an, quand je suis rentrée, j'ai pensé qu'à lui. Quand je suis retournée à Hong Kong, j'avais qu'un seul truc en tête, c'était de retourner le voir. Et donc, pour moi, ça, comme tu dis, c'est plus profond que juste une meuf un petit peu excentrique, un petit peu loufoque. En fait, on sent qu'elle a beaucoup d'anxiété et de désir aussi, et qu'elle va se développer à travers lui, autant que lui va se développer à travers elle. C'est pas qu'à sens unique. Et c'est marrant parce qu'il y a une scène à un moment où, en fait, évidemment, il va la surprendre chez lui. Et la première fois où il la surprend alors qu'elle est sur le pas de sa porte. Donc, il la surprend pas alors qu'elle est chez lui encore. Donc, elle trouve une excuse et il finit par la faire rentrer parce qu'elle a une crampe à la jambe. Et il commence à lui masser la jambe et la scène révèle beaucoup sur son personnage à elle parce que elle est toute recroquevillée et on sent qu'elle est hyper timide et en même temps qu'elle sait pas du tout comment gérer ce moment de proximité physique avec lui. Ça a touché un nerf qu'aucune des Manic Pixie Dream Girl que j'ai jamais vues
ont jamais touché parce que pour moi, elles n'étaient pas développées et que c'était pas des personnages entiers, alors que elle, ça l'est vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, cette partie est très focalisée sur son fantasme à elle. Et justement, le fait que le fantasme est bien plus beau et plus facile pour elle à Facile, entretenir, voilà, qu'une vraie interaction avec cette personne. Donc, ouais, pour moi, ça va bien au-delà du cliché. C'est comme quand mon crush au lycée m'avait demandé de lui passer le nem à la cantine et que j'avais rougi et je l'avais pas regardé. Voilà. Ouais, non, mais moi aussi, j'ai fait ça plein de fois. Si je vous ai un jour ignoré très violemment, sachez que c'est parce que vous me plaisez. C'est exactement ça. Voilà. Sur ce, donc il la surprend. Il finit par la surprendre chez lui parce qu'il la voit en fait grimper les escaliers ou il la voit à travers la fenêtre, je sais plus, mais il y a un moment où il comprend qu'elle est chez lui. Et du coup, au moment où elle sort pour sortir de chez lui, il ouvre la porte au même moment et ils sont nez à nez et elle pousse un cri et c'est une scène assez jouissive. C'est très très marrant. C'est trop mignon. Elle est géniale. Elle est vraiment... C'est fou le que ce charme soit de pas- ces deux acteurs est vraiment difficile à décrire, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est fou. C'est un hobby, en fait, pour elle. La comédie, c'est un hobby, en fait. C'est un passe-temps comme ça qu'elle a eu 2-3 fois dans des chefs-d'œuvre C'est et clair. où elle a joué. Enfin, pour moi, dans ce film, ils sont tous excellents. Tony Leung, bon, on a disserté sur lui pendant 1 heure, mais elle, c'est la plus impressionnante et la plus renversante de charme de tout le film. Et c'est pas son métier à la base, quoi. Enfin, je trouve ça fou, en fait. Ouais. S'ensuit ma scène préférée de toutes les scènes de toute l'histoire du temps. Non, c'est parce que... Marie, toujours toujours dans la mesure. voilà. Tu l'as dit, en fait, la deuxième partie, c'est lui qui rattrape ses sentiments à elle. Enfin, c'est une façon de le lire. Il est beaucoup dans son univers. Il se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des choses qui sont modifiées chez lui, mais il pense que c'est parce qu'il prête juste plus attention à son environnement. Et il est plus heureux en général, il est plus reposé, mais il comprend pas bien pourquoi. Et en fait, quand il la surprend chez lui, d'abord, il se demande ce qu'elle fait là, et il comprend très vite que c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Oh, et le lendemain, il arrive au café pour venir la voir, après qu'elle se soit enfuie. Et la chanson en fond, c'est... What a difference a day made. 24 What a difference a day makes. Donc, quelle différence il peut y avoir en une journée. Et c'est une chanson qu'on entend déjà dans une scène avant où il est avec son ex, où ils font l'amour et ils jouent ensemble et tout ça. Et là, en fait... Avec des avions. Oui, avec des avions, ouais, parce qu'elle était hôtesse de l'air. Chacun son truc. Hein. Mais il arrive et elle est en train d'écouter cette musique et il la regarde avec le regard de Tony Leung. Et c'est magique. Il lui demande si elle veut sortir avec lui le lendemain, en gros. Et en fait, déjà, je trouve que la superposition de ce moment où on comprend que lui n'a même pas identifié ses propres sentiments depuis des semaines, mais qui s'est rendu compte en une journée, et parce qu'il a compris ce qu'elle avait fait pour lui, qu'il se rend compte de la profondeur de ses sentiments à lui aussi, et la façon dont il la regarde, et après le fait qu'il lui dise aussi, c'est pas ta chanson ça, parce que c'était la chanson qu'écoutait son ex, enfin c'est ça qui l'associe, ça montre aussi qu'il a complètement tourné la page sur cette histoire, que c'est pas du tout une façon de se remettre d'un cœur brisé avec une nouvelle romance, mais qu'il est vraiment amoureux d'elle pour qui elle est aussi, tu vois. Ouais, et qu'il a prêté attention, en fait. C'est-à-dire qu'il la voyait pas du tout comme un potentiel romantique parce qu'il était encore aussi un petit peu avec l'esprit embrumé autour de sa propre rupture et qu'il n'envisageait pas d'autres potentiels romantiques derrière. Mais il a quand même prêté attention à elle et à qui elle est. Et c'est vrai que pendant toute cette partie du film, il lui pose beaucoup de questions sur elle. C'est quelqu'un qui a l'air naturellement assez sociable, assez affable. Et donc oui, au moment où il se rend compte de tout ce qu'elle a fait pour lui, on comprend aussi que elle n'est pas totalement passée inaperçue quand même. C'est juste qu'il la voit. Il y a un petit déclic, un changement dans son regard qui est très touchant. T'as aimé cette scène ? Oui, c'est forcément, je pense que c'est le moment qu'on attend tous et toutes. En plus, il a justement une assurance avec elle qu'il n'a pas depuis le début du film parce qu'il n'est pas focalisé sur elle en fait et sur sa présence. Et donc là, il arrive et il lui fait du rentre-dedans, en fait. Ouais, il est séducteur, là. Voilà, exactement. Et donc, oui, Tony Leung qui arrive pour flirter, tout le monde est au balcon, en fait. Et d'ailleurs, après sa réaction quand il part, elle commence à sauter de joie. Et le patron, qui est son cousin à elle, le patron du café, dit il sait y faire avec les filles quand même. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est très efficace. Ouais. Ce qui est malin aussi avec cette conclusion, c'est que c'en est pas vraiment une.
puisqu'il l'attend au café California et qu'en fait, elle lui pose un lapin et il apprend qu'elle est partie en Californie pour de bon. Et donc même là encore, c'est très évocateur, très poétique, puisqu'en voix off, il dit en fait, on s'est donné rendez-vous au même endroit, c'est juste que c'était pas la même Californie. Moi, c'était le café California, elle, c'était la vraie Californie. Mais j'espère que là-bas, elle se souvient quand même de l'heure de notre rendez-vous. Et donc, elle lui a fait parvenir une lettre via son patron et son cousin, qui est aussi un personnage qui est présent dans tout le film. Et la lettre prend l'eau, donc en plus, il l'a fait sécher dans une machine à hot dog, dans une espèce de 7-Eleven local. Et c'était une carte d'embarquement qu'elle avait dessinée, en fait. Et la destination a été effacée par la pluie, mais c'est une carte d'embarquement qui est valable pour dans 1 an. Il y a 2 trucs par rapport à cette scène que je voulais dire, enfin, toute cette partie. Déjà, la chemise qu'il porte, en fait, c'est une chemise qu'elle lui avait achetée quand elle remplaçait ses Ah oui. vêtements. Il est tellement beau dans cette chemise. Ah ouais, non, c'est incroyable. Indécent, en fait. Ouais, vraiment. Oh. Et en fait, elle a sélectionné cette chemise pour lui et il la voit dans son placard et c'est celle qu'il met. Et d'ailleurs, il croise son ex après s'être fait poser un lapin. Elle est avec un mec qui a l'air d'être un gros naze et elle lui dit qu'il était mieux en uniforme alors que, meuf, est-ce que t'as des yeux, en fait? Ouais, réveille-toi, quoi. Mais je l'aime pas du tout, celle-là. Hein. Non, moi non plus. Mais en même temps, on voit que lui est complètement passé à autre chose parce qu'il la regarde avec un sourire assez bienveillant et on sent que bon, il en a rien à faire et que ça lui fait pas du mal de la voir avec un autre mec et tout ça. La performance, là, est excellente aussi parce que dans cette scène, tu disais que toi, ça avait touché un nerf sur d'autres moments. Là, j'ai vraiment ressenti les relations entre ex, en fait, où juste en quelques regards, la bienveillance un peu teintée de mélancolie, mais aussi d'acceptation qu'il a. En 2 secondes, on comprend exactement où il se situe par rapport à elle et je trouve ça très, très beau. Le deuxième truc aussi de cette scène, en fait, c'est une supérette où il la croise son ex. Quand il est en train de faire sécher la lettre, c'est pluvieux parce qu'elle est partie et ils se sont séparés, du coup, la pluie est revenue. Et ça m'a beaucoup fait penser aux photos de Sol Leiter, qui est un de mes photographes préférés. Et en fait, tout le film me fait penser à lui au niveau de l'esthétique. C'était un photographe qui utilisait beaucoup la couleur et des plans pas forcément cadrés et beaucoup la pluie et les reflets dans la pluie. C'était à New York, donc il y a vraiment ce côté très urbain avec une couleur vraiment très, très présente. Et pour moi, l'identité visuelle de ce film me rappelle vraiment ça et c'est une des choses que j'ai adoré aussi. Ouais, bah, c'est un des plus gros motifs récurrents du film, les vitres et les miroirs. Il y a énormément de plans aussi qui sont scindés en 2 ou qui sont dédoublés, en fait, où on voit les personnages 2 fois à l'écran à travers des miroirs. Donc il y a un côté très kaléidoscopique, en plus, qui colle très bien avec le fait que le film est divisé en 2 parties, etc. Et c'est vrai que c'est un film qui est sublime et c'est encore plus impressionnant de voir que, comme souvent avec Wong Kar-wai, ça a été un peu improvisé, en fait. Il y a un côté très souple dans le film, beaucoup moins justement maîtrisé que In the Mood for Love, mais qui crée quand même un chef-d'œuvre à la fin. Et pour revenir à la fin, donc on passe 1 an plus tard. La manière aussi dont cette ellipse est faite est très jolie puisque ça se fait à travers la voix off. Et donc on comprend que Faye est revenue. Elle est au café California. Dans la même phrase, on fait l'ellipse puisqu'elle dit que le soir de leur rendez-vous, elle est arrivée en avance et que finalement, elle s'est rendue compte qu'elle voulait aller dans la vraie Californie, mais que le soir où elle est revenue 1 an plus tard, tout ce à quoi elle pensait, c'était lui et elle se demande s'il a lu sa lettre. Et donc là, elle revient devant le café kebab, endroit bizarre où ils font des chefs salades. Et il est en train de passer California Dreaming. On ne sait pas que c'est lui au début puisque la devanture est à moitié fermée, mais la musique retentit. Et donc c'est une inversion de la scène de leur rencontre. Et là, il lui dit qu'en fait, c'est lui qui a repris le business. Ils ont un échange qui est assez intéressant puisqu'ils ne sont pas tout de suite dans le flirt. Elle s'apprête même à repartir. Et en fait, il lui dit à ce moment-là, « Attends, dis-moi, il y avait écrit quoi sur ta carte d'embarquement puisque ça a été effacé par la pluie ?» Et elle lui dit « Ah, je me souviens plus, mais je t'en refais une si tu veux. Où est-ce que tu veux partir ?» Et là, il lui dit « Peu importe, j'irai là où tu m'emmènes. » Ce qui est Trop beau. Très beau. Depuis Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, ça fonctionne à tous les coups. C'est ça. Et là, oui, c'est une très belle fin. J'aime beaucoup parce que c'est une fin qui laisse quand même leur histoire en suspens, contrairement à d'autres films qu'on a vus où ils se marient. Non, c'est beaucoup plus poétique. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est toujours beaucoup plus poétique d'avoir un doute ou même que ça se termine sur, un mystère. Mais ce que je trouve très beau aussi dans cette fin, c'est qu'il n'y a pas de flirt, mais il y a quand même un truc où on comprend tout de suite. Déjà, il la regarde avec un regard tellement amoureux, quoi, dès le début. Et il a quand même changé sa vie, changé de métier. Il a repris le café où il l'avait rencontré. Il écoute California Dreaming en boucle.
Et il dit qu'il a développé un goût pour ça. On sent qu'en fait, l'année qui vient de passer, elle a été passée en pensant à elle et en vivant un peu ce qu'elle a vécu en s'immisçant dans son monde à lui. Il a fait le contraire, quoi. Et je trouve ça très, très beau. Ouais, c'est vraiment le regard qu'il a sur elle à ce moment-là. Enfin, c'est un regard qui pourrait transformer le 49.3 en fleurs, quoi. C'est vraiment d'une beauté romantique absolue. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle revient habillée en hôtesse de l'air, comme son ex. Et d'ailleurs, dans Les Anges déchus, il y a aussi une des deux histoires où la fille quitte le mec et devient hôtesse de l'air. Donc, il avait un petit truc avec les hôtesses de l'air à ce moment-là, Wong. Mais ouais, c'est une superbe fin. Ta conclusion à la fin du film, on va l'entendre. Now what a difference a day makes. C'est vraiment la rom-com de Wong Kar-wai, quoi. Ouais. C'est trop bien. Hein. On en a parlé après le film, c'est marrant parce que tu m'as dit que tu trouvais que ça empruntait beaucoup aux rom-com américaines. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Enfin, je n'ai pas le regard expert sur le genre de la comédie romantique que toi tu as, mais ça m'a quand même beaucoup rappelé les films romantiques que moi j'ai vus. Et je pense qu'en fait, j'ai consommé beaucoup plus de films romantiques qui sont proches de l'univers de Wong Kar-wai parce que je vais en festival, etc. Et que par contre, j'avais pas trop d'appétence pour les rom-coms pendant des années, malheureusement, parce que j'étais bête. Mais déjà, le côté un peu surréaliste et ridicule du grand geste romantique qu'elle fait dans l'appartement, enfin, qui nous sort de la vraie vie, en fait. Ça fait très, très rom-com, avec évidemment un humour, de la malice, tout ça. Le fait que lui a un peu son âme sœur sous les yeux sans s'en rendre compte pendant longtemps, ça fait aussi très rom-com. Et qu'elle, elle est amoureuse de lui et qu'elle attend que lui développe des sentiments. Et le côté aussi, ce serait très creepy si c'était n'importe quel autre cadre, voilà, ou un film qui n'avait pas le ton rom-com, en fait. Mais là, comme ça a ce ton-là, on accepte ça tout de suite comme délicieux et charmant, alors que ça pourrait être un thriller aussi, quoi, où on pourrait se dire, elle s'infiltre chez lui, elle lui file de la drogue, quand même. Donc pour moi, tout ça m'a rappelé plus évidemment la musique, puisqu'il utilise beaucoup de musique américaine et des musiques de jazz et la musique des Cranberries qui était dans You've Got Mail. Ça fait que ça évoque quand même beaucoup de l'univers de la rom-com américaine, même si je vois aussi tout ce qui le différencie de ces films-là, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, je suis d'accord sur tous les codes de la rom-com et ça reprend aussi pas mal de codes de la comédie loufoque des années 30, 40, les comédies romantiques comme Bringing Up Baby ou des choses comme ça. Enfin, la dynamique entre les deux, le côté un peu loufoque et un peu absent de faits dedans et tout ça. C'est une rom-com, je suis d'accord, ça a tous les codes et c'est aussi pour ça que ça me bouleverse et chavire le cœur. Mais en fait, je suis pas d'accord sur le côté américain. Parce que pour moi, en fait, les codes de la rom-com, c'est des codes qui prédatent totalement Hollywood et le cinéma américain. Donc pour moi, évidemment, il s'en nourrit aussi, mais comme il se nourrit aussi de littérature qui a parlé d'histoires d'amour de la même façon ou qui a eu des codes similaires. Surtout, en fait, je pense que ça reprend des tropes totalement, mais ça le fait tellement différemment et de façon tellement originale que je trouve que ça n'a pas ce côté que peuvent avoir souvent les rom-coms où tu sais exactement où ça va aller. Même si je sais qu'il va la surprendre à un moment et tout ça. Oui, voilà, ça c'était quand même la partie la plus prévisible du film où tu m'as même demandé pendant qu'on regardait qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer. Oui. Et je disais, il va la surprendre chez lui, enfin c'est sûr. Oui, mais tu vois par exemple le fait qu'elle s'insère chez lui pour faire le ménage. Oui, c'est original. Voilà, il y a quelque chose de très unique et qu'on trouve pas dans beaucoup. Alors remarque, enfin c'est pas vrai parce que en fait je suis d'accord avec toi parce que The Apartment par exemple que je vais te montrer tout ça, il y a vraiment des codes un peu comme ça. Non, mais c'est juste que c'est fait de manière plus fine et plus évocatrice et poétique, comme avec la fin, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est moins gros sabot que d'autres films qui ont repris la formule et qui ont même dilué la formule de la rom-com, donc pas forcément les meilleurs, mais ce que moi j'ai vu aussi parfois, c'est ça, c'est-à-dire que tu sais exactement tout ce qui va se passer. Là, dans Chungking Express, c'est pas du tout le cas. Mais l'univers, en fait, un petit peu enveloppant, ensoleillé, léger. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça l'évoque beaucoup. Non, et puis même l'idée que deux âmes un peu esselées se trouvent ou des choses comme ça, c'est une idée très très présente dans les comédies romantiques en général. Donc oui, totalement. Ouais. C'est une rom-com, il n'y a pas de doute là-dessus. Le mot qui nous vient le plus quand on pense à ce film, c'est quirky, donc vraiment loufoque, excentrique. Ouais. Et ça, c'est tellement, pour moi, une des principales caractéristiques de la rom-com que c'est tout de suite qui m'est venu en tête. Mais c'est vrai que ça m'a aussi rappelé
Le côté hollywoodien, c'était aussi parce que je pensais aux films indépendants très populaires des années 90 de Tarantino ou Soderbergh, en fait, dans le ton, avec un Punch montage Drunk très Love dynamique. ou des trucs comme ça aussi de comment il Paul s'appelle Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson. What a Difference a Day Makes, c'est un truc que tu pourrais totalement avoir dans Punch Drunk Love. Oui, quoi. c'est ça. Pour moi, c'est même pas quirky, c'est poétique. Enfin, il y a quirky, mais c'est aussi poétique. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans Punch Drunk Love ou des choses comme ça, mais c'est pas la comédie romantique hollywoodienne, blockbuster traditionnelle, quoi. Oui, et heureusement. Oui. Et on pourrait aussi dire, pour finir, que l'histoire de l'aéroport, ça peut aussi être un petit pied de nez où justement, il n'y a pas la grande course-poursuite à la fin à l'aéroport, mais elle revient d'un aéroport pour aller voir l'homme qu'elle aime, Ouais. plutôt que de se faire pourchasser dans un terminal. L'électrocardiogramme. Bah là, je pense que ce serait malhonnête de pas dire 10 sur 10. Ouais. 40 sur 10, 50 sur 10, 100 sur 10. Ok, mais ce serait mesuré apparemment. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir Chunking Express, le film est disponible à la location sur Amazon et Canal. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Anaïs va me faire découvrir Carrie de Brian De Palma. Un classique que pour une fois, j'ai très hâte de voir. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques de cinéma en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et on les adore. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et on vous laisse avec la reprise de Dreams par Faye Wong. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Il y a un truc aussi dans le film dont on a oublié de parler, c'est la bouffe omniprésente. On a parlé de la chef salade, mais c'est vraiment un thème récurrent dans tous les Wong Kar-wai. Et là, ils ne font que manger. Ça m'a donné envie de manger tout le temps, mais on le retrouve dans tous ces films et c'est très très présent ici. Et ça a même son importance à travers la nana ou la chef salade, quoi. Il y a un personnage blanc dans ce film. Oui. C'est un homme. Il est affreux d'ailleurs. Il est affreux. De loin, dans le noir, il ressemble vaguement à Ryan Gosling, apparemment. En tout cas, c'est ce qu'Anaïs a cru. Non, mais il y a juste un plan où il est de dos et il tourne un petit peu le visage. Et je sais pas, la manière dont il est éclairé et tout. Je pense aussi que, parce que Ryan Gosling, un des derniers films qu'il a tourné, c'était Only God Forgives, qui se passe en Asie. Et avec des éclairages de Winding Refn qui sont aussi très axés sur la lumière très vive, tout ça. Et donc, je sais pas, ça a dû appuyer sur un bouton dans mon cerveau où j'étais là, Ryan Gosling. Ce qui est très drôle, c'est qu'il devait avoir 12 ans à l'époque. C'est ça. J'ai cru que c'était Ryan Gosling. J'étais la personne ne m'a dit.